Toujours un plaisir de vous savoir nombreux au rendez-vous de notre programme mensuel Quoi savoir, pour permettre à la diaspora de mieux s'intégrer dans leur pays respectif d'accueil. Aujourd'hui, nous allons aborder un terme très important. Il s'agit du prêt étudiantin ou scolaire. Et pour ce faire, nous avons avec nous M. Adjeté Wilson, que nous remercions une fois encore d'être passé pour nous entretenir sur ce terme. Mais avant de commencer, je vais lui laisser le soin de se présenter. Monsieur Adjeté, soyez le bienvenu. Merci monsieur. Mon nom c'est Adjeté Wilson, comme mon frère vient de le dire. Je suis un Togolais et je vis dans l'état de Kansas. Ma profession première, c'est Electrical Engineering. Je suis ingénieur électrique et j'ai fait ça pendant 12 ans. Et à partir de 2021, je suis intéressé par les affaires de finance, assurance, parce que moi-même j'ai traversé des conditions très différentes et très difficiles. Donc ça m'a permis de m'éduquer dans le domaine d'assurance et de finance. Par la suite, j'ai compris beaucoup de choses et je me suis dit que bon, il faut que j'éduque ma communauté aussi à comprendre certaines choses pour que nous puissions ouvrir les yeux sur certaines choses dont nous vivons de jour en jour. Ainsi, on veut parler aussi du prêt pour aller à l'école. Merci Monsieur Adjeté, merci de partager votre expérience avec nous. Alors nous vivons dans un pays où nous évoluons, nous grandissons et nous avons des enfants qui grandissent également, qui vont à l'école et qui évoluent dans les études. Alors, arrivé à un certain moment, il y a un problème de blocage et ce blocage très souvent est financier. Alors pour assurer les études universitaires des enfants, et très souvent nos enfants sont confrontés aux prêts étudiantins pour pouvoir évoluer. Alors je voudrais vous demander si ces prêts scolaires ou étudiants sont-ils bons pour nos enfants? Ouais, monsieur, je vous remercie pour cette question. D'abord, je vais vous remercier de m'avoir invité ici. C'est vraiment un plaisir pour moi de discuter ce sujet parce que l'étude est très importante. Et si nous avons la possibilité d'aller à l'école, même si nous sommes âgés, c'est important d'être instruits. Et si nos enfants doivent aller à l'école, nous devons faire tout ce qui est de notre possibilité pour les aider à aller à l'école. Et le fait que vous soyez intéressé par ce sujet, je vous remercie beaucoup et je n'ai aucun problème à partager avec vous ce que j'enseigne. Donc, est-ce que les prêts pour aller à l'école, c'est une bonne chose? Je vais dire que aller à l'école est une très bonne chose. Bon, faire un prêt pour aller à l'école, est-ce que c'est une bonne chose? Ma réponse, c'est cela dépend. S'il y a les moyens, ce n'est pas bon de faire des prêts. Voilà. Nous qui sommes venus ici un peu plus âgés, nous n'avons pas de choix. Voilà. Donc nous étions obligés de faire ces prêts pour aller à l'école. Mais, puisque nous faisons des enfants ici, nos enfants ne doivent pas faire de prêts pour aller à l'école. Donc, voilà à peu près ma réponse à votre question. Merci pour la réponse. Yeah. Alors, s'il ne faille pas qu'on fasse un prêt pour les études, est-ce qu'il y a des options, ou bien il y a une option souhaitée ou bien indiquée pour contourner le prêt étudiant, pour contourner le prêt qui va permettre à nos enfants de continuer les études? Est-ce qu'il y a une option indiquée? Évidemment, ça c'est une très bonne question. Il y a d'autres moyens, beaucoup d'autres moyens même dans ce pays pour aller à l'école.
sans prendre de prêt. D'abord, je vais dire pourquoi ce n'est pas bon de prendre de prêt. Parce que les prêts que nous prenons, c'est des prêts à intérêt composé. Et si vous savez un peu comment est-ce que l'intérêt composé fonctionne, vous aurez à avoir peur. Je vais vous donner juste un exemple. Si vous prenez $1 aujourd'hui et que le dollar là double pendant 20 jours, est-ce que vous pouvez imaginer que vous aurez plus d'1 million? $1 qui double chaque jour pendant 20 jours, vous aurez plus d'1 million. Ça c'est intérêt composé. Mais si c'était intérêt simple, ça serait très, très, très petit. Donc c'est comme ça que les prêts pour aller à l'école, c'est comme ça que ça grandit. Un autre exemple, moi-même j'ai fait du prêt pour aller à l'école. J'ai fini mes études en 2012. J'ai commencé par payer en 2013. Après 7 ans, quand on était dans le Covid, le président avait dit qu'on peut suspendre de payer les prêts pour le moment. Et après Covid, on peut recommencer. Là, c'est à ce moment-là que j'ai voulu voir combien est-ce que je dois. Je ne pouvais pas imaginer que ce que je dois même est encore plus que ce que j'ai emprunté. Donc, c'est des choses comme ça. Je ne pense pas que ce ne sont pas des choses dans lesquelles il faut mettre nos enfants. Et maintenant, dans ce pays, le gouvernement a mis beaucoup de moyens en place. Pas seulement le gouvernement, mais les institutions financières. Il y a beaucoup de moyens. Mais les moyens les plus populaires sont, il y a quelque chose qu'on appelle 520. C'est ARS Code 520. C'est un code qui se trouve dans le livre de Internal Revenue où c'est décrit que on peut mettre de l'argent quelque part qui va générer des intérêts. Et si vous utilisez l'argent là pour des frais scolaires, vous ne paierez pas de taxes et l'argent peut grandir à taxes différentes. Quelque chose comme ça. Donc, ça c'est le moyen le plus populaire que les gens utilisent. Et ce moyen a beaucoup de limites. Alors, le deuxième moyen le plus populaire est un contrat d'assurance. Oui, quand je dis contrat d'assurance, beaucoup de gens disent que qu'est-ce que l'assurance a à faire avec école? Voici ce que l'assurance a à faire avec école. Un contrat d'assurance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que on peut ouvrir un contrat d'assurance plus petit, seulement plus petit, pour que vous puissiez mettre de l'argent là-bas qui va grandir sans payer de taxes. Et vous pouvez utiliser cet argent-là pour payer les frais de scolarité de l'enfant et tous les avantages qui viennent avec l'assurance pour cet enfant. Donc le contrat, le type d'assurance dont moi je parle actuellement, c'est une assurance permanente, ce n'est pas une assurance temporaire. Et l'assurance permanente, ce que moi personnellement j'utilise pour mes enfants, s'appelle Index Universal Life. Je ne suis pas en train de donner un conseil financier, je suis juste en train de partager mon expérience. Donc je ne veux pas que quelqu'un prenne ça comme un conseil. Tout le monde a des situations différentes. Ah, monsieur Adjeté, parlant de cette assurance permanente que vous utilisez pour vos enfants et que vous avez appelé Index Universal Life. Alors, comment peut-on utiliser cette assurance permanente pour couvrir les frais universitaires de nos enfants? Ok, ça c'est une très bonne question. Alors, l'assurance permanente, d'abord, comment est-ce que ça fonctionne? Je crois que on avait fait un épisode là-dessus, mais la façon dont ça fonctionne, surtout quand les enfants sont petits comme ça, à partir de 15 jours déjà, quand l'enfant a son social security, on peut lui ouvrir ce compte. Donc on ouvre le compte et on te dit que il faut mettre peut-être $100 dedans. C'est toi-même qui décides que je veux mettre $100 dedans pour mon enfant, je veux mettre $50 dedans pour mon enfant. Ça dépend de combien tu veux avoir dans le futur. Moi, par exemple, qu'est-ce que je décide? Je dis que bon, à 25 ans, je veux que mon enfant ait 100 000 dans son compte.
Donc je fais les calculs, je dis bon, si mon enfant doit avoir 100 000 à 25 ans, combien je dois mettre dedans aujourd'hui? Donc c'est vrai que les maths ne seront pas exacts, mais ça serait à peu près. Non. Donc c'est comme ça que vous décidez, que vous mettez l'argent dedans. L'argent, il y a une partie, une très petite partie, surtout que c'est les enfants, une très petite portion qui paie le coût d'assurance, et puis la grande partie est là, qui génère des intérêts. Now, comment utiliser ça pour payer les frais universitaires? Vous avez deux options. La première option, c'est, on appelle ça en anglais withdraw. Comment on appelle withdraw? Je dis retrait. Retrait, voilà. Retrait. Donc, vous pouvez retirer l'argent de votre compte d'assurance pour payer les coûts universitaires. Mais si vous ne voulez pas retirer l'argent, vous pouvez faire un prêt dans votre propre compte. Donc, comment est-ce que le prêt fonctionne? Si vous faites le prêt, vous avez maintenant l'option de payer le prêt ou de ne pas payer le prêt. Voici ce qui est la bonne partie de ça. Si vous payez le prêt, maintenant ça veut dire seulement que vous mettez encore beaucoup plus d'argent dans votre compte. Si vous ne payez pas ce prêt, assurant que l'enfant là continue de mettre l'argent dans son compte, mais vous ne payez pas le prêt. Un jour, on sait que l'enfant là va décéder un jour dans le futur, à 95 ans, à 100 ans. Parce que nous ne sommes pas ici pour vivre éternellement. L'enfant là va passer un jour. Et quand l'enfant là va décéder, avant qu'on ne paie l'assurance à ses enfants ou bien à ses bénéficiaires, on va enlever le prêt que lui il avait fait dedans. Donc s'il avait fait ce prêt pour payer les études, donc on va enlever ça dedans et donner le reste à ses bénéficiaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Merci pour les éclaircissements et ça fait beaucoup plaisir d'entendre ce genre d'informations. Alors vous avez parlé entre-temps d'un plan que vous avez appelé 529. Voilà. Est-ce que rapidement vous pouvez nous brosser comment ça fonctionne réellement? Voilà. Non, compte 529, c'est un compte qui existait. Moi-même, j'avais essayé ça. Voici comment ça fonctionne. Et tout le monde peut ouvrir ça. Si vous allez à la banque aujourd'hui, vous dites que vous voulez ouvrir un compte pour votre enfant pour aller à l'école. La banque va vous donner une application et en gros de l'application, vous allez voir IRC, Internal Revenue Code 529. Et vous allez remplir l'application. Voici comment est-ce que ça fonctionne. Quand vous ouvrez ce compte pour votre enfant, ça veut dire que vous allez payer, l'argent que vous allez mettre dedans, l'argent là va grandir et vous n'allez pas payer de taxes sur l'intérêt que l'argent est en train de faire. Maintenant, aussi longtemps que vous utilisez cet argent pour payer les frais scolaires, vous n'avez pas de problème avec l'État. Mais quand est-ce que vous allez commencer par avoir de problème? Si, supposons par exemple que l'enfant dit non, que lui, il ne veut pas aller à l'université. Voilà. Maintenant, alors que l'argent là est seulement destiné pour aller à l'université. Voilà. Là, vous avez des problèmes. Vous êtes obligé maintenant de fermer le compte. Et quand vous fermez ce compte, maintenant le gouvernement va vous charger 10% de pénalité. Vous allez payer des taxes, tout ça là-dessus. Non, il y a un autre problème. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à Illinois. Nous sommes en train de faire ceci à Illinois. Maintenant, vous avez des enfants ici. Si demain, vous déménagez pour aller vivre peut-être à Oklahoma, vous vivez à Oklahoma, vous avez ouvert votre compte Fortune 99 à Illinois. Mais l'État d'Illinois vous donne tax break parce que vous allez investir cet argent dans leur université. Maintenant, vous déménagez pour aller à Oklahoma. Est-ce que Illinois va vous donner tax break pour aller utiliser à Oklahoma? Donc, vous êtes obligé de fermer le compte et aller ouvrir un autre là-bas. Et ça, c'est vrai qu'il y a certains États qui ont des trucs là entre eux où tu peux ouvrir ici et utiliser dans notre baisse. Ce n'est pas dans tous les États. Et puis le troisième problème, c'est ça là même qui me fait mal, est que le compte 529,
transférer ça entre frères et sœurs. Je ne sais pas combien d'enfants vous avez, mais moi j'ai 4 enfants. Donc si j'ouvre ce compte-là pour tous mes enfants et que chaque enfant a 20 000 dedans, seulement 20 000 à 20 000 dedans, et maintenant il est temps que les enfants là aillent à l'université. Si ces enfants-là appliquent pour avoir du student aid, FAFSA, je ne sais pas, vous savez ce que c'est FAFSA. FAFSA, ils ne peuvent pas avoir de grant. Les enfants là, nul d'entre eux ne pourra pas être qualifié pour avoir de grant. Pourquoi? Parce que 529 là peut être transféré à tous les enfants. On suppose que chaque enfant a 80 000. Donc si tu as 80 alors que FAFSA, c'est pour les... On donne ça sur... en cas de besoin, ceux qui ont besoin, ceux qui en ont besoin, c'est à ceux-là qu'on donne ça. Donc si tu as 80 000, le gouvernement ne peut plus encore te donner de l'argent gratuitement pour aller à l'école. Ouais, non. Donc, alors que quelqu'un qui a 1 million dans son AUR, on peut encore lui donner 20 000 pour aller à l'école gratuitement. Alors que tu as seulement 20 000, on ne va pas te donner ça. Donc c'est pour quand vous voyez tout ça, là, vous êtes mais c'est mieux que je prenne les 20 000 là pour mettre dans le AUR de mon enfant et que les 20 000 là grandissent pour devenir 1 million. Ouais, non. Donc c'est pour ça que c'est moi personnellement je préfère ouvrir AUR pour mes enfants et utiliser ça pour aller à l'école. Donc c'est comme ça que 520 aussi fonctionne. Merci beaucoup. Yeah. En souscrivant à IOL, les parents contribuent à hauteur d'une somme, voilà, et pour garantir les études universitaires de leurs enfants. Voilà. Alors, je pense que la contribution, bon, je sais pas, elle est mensuelle ou bimensuelle, ça n'a pas d'importance, mais il y a toujours une contribution voilà. Pour assurer les études universitaires. Alors, cette contribution, qu'adviendra-t-il si un jour le marché s'effondre ou bien la bourse chute ou bien il y a une crise économique comme tel a été le cas en 2008? Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. C'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle aussi je suis beaucoup plus intéressé par IOR quand il s'agit des études des enfants. Bon, je vais encore parler de 529 une minute et je vais répondre à cette question. Les contributions, que ce soit 529 ou bien IOR, Index Universal Life, c'est la même contribution que tu vas faire. Voilà. Si tu mettais 50 000 dans 529, tu peux aussi mettre $50 dans 529. Tu peux aussi mettre $50 dans l'assurance permanente pour ton enfant. C'est la même contribution. Ce n'est pas que l'assurance permanente sera élevée. Tu peux mettre la même chose. Maintenant, cet argent que vous êtes en train de mettre dans 529, s'il arrive que la bourse des valeurs perde, comme vous venez de le dire, donc vous perdez aussi l'argent dans le 529. Bon, supposons que quelqu'un veut envoyer son enfant à Massachusetts Institute of Technology en 2009, janvier 2009, et puis le marché a perdu presque 50% en 2008. Vous voyez déjà ce qui peut arriver à cette famille. Mais vous savez que si l'argent était dans IOR, mais en 2008, là, il y a certaines personnes qui ont même fait de l'argent quand le marché perdait 50%. Parce que si l'argent est dans IOR, même si le marché perd, dans IOR, vous ne perdez même pas un franc, même pas un cent. Soit le pire qui peut arriver, c'est que vous n'aurez rien. Vous n'aurez gagné rien. Voilà. Votre argent serait encore là. Mais ce qui est bon est que quoi? Tout l'argent que vous avez gagné les années précédentes seront toujours là. Ça ne vont aller nulle part. Voilà. Maintenant, alors que dans 529, quand le marché descend, vous perdez encore de l'argent. Un exemple, par exemple, je vais donner rapidement. Supposons que vous avez 10 000 dans 529. Si le marché monte de 10%, 10% de 10 000, ça fait 100 francs, $100. Ouais. Donc vous aurez 10 100. Si le marché descend de 10% maintenant, vous aurez 9 900. Exactement. Maintenant, si vous avez l'argent là dans le IOR et que le marché monte de 10%, vous aurez encore les 10 100
Mais quand le marché descend de 10%, vous aurez toujours les 10 100. Voilà la différence. Voilà la différence entre les deux. Donc, le marché, ce 529 est beaucoup plus susceptible à la volatilité du marché, alors que AUR n'a pas de problème avec le marché. Voilà, c'est ce que j'allais demander, que vous venez de dire, que le 529 est beaucoup plus volatile avec le marché que le IOL. Monsieur Adjité, merci beaucoup pour les informations. Maintenant, nous savons que la vie n'est pas faite de roses. Il y a de hauts et de bas. Voilà. Alors, un parent qui contribue ou bien qui a souscrit à une assurance permanente pour assurer les études universitaires de son enfant, s'il arrive à un moment qui traverse une période difficile, une période de crise, et qu'il ne peut plus continuer la cotisation ou bien les contributions, quelles conséquences peuvent en résulter? Exactement, ça c'est une très bonne question. J'aime beaucoup cette question-là. Bon, parlons, encore donne-moi 1 minute pour comparer avec 529. Supposons que je suis en train de mettre de l'argent dans le compte 529 pour mon enfant et que péniblement je tombe malade et que je ne peux plus travailler, j'ai des disabilités, ou bien même je décède. Je décède, donc le compte là est arrêté comme ça. Il n'y a plus personne pour mettre de l'argent dedans. Donc si l'argent n'est pas suffisant pour l'enfant d'aller à l'école, l'enfant ne peut pas aller à l'école. Mais contrairement, si cet argent était dans IOR, il y a des choses qu'on appelle rider. Donc je peux activer ce rider quand j'étais en train d'ouvrir ce compte pour mon enfant. Et quand bien même moi-même je serai disabled, j'ai des disability, ou bien je meurs, je ne suis pas là, la compagnie chez laquelle on a ouvert ce compte va continuer de faire ma contribution que je faisais pour mon enfant jusqu'à ce que mon enfant devienne adulte. Et quand l'enfant devient maintenant un adulte, l'enfant même peut continuer par mettre l'argent dans son compte. Donc c'est des choses comme ça que quand vous comparez le 529 et puis le IOR, vous voyez que c'est vrai que les deux sont des choses qui peuvent permettre aux enfants d'aller à l'école, mais il y a toujours une préférence. Il y a une préférence, un avantage que le IOR a et que le 529 n'a pas. Et puis, pensons à ceci. Si vous avez ceux qui ont les banques, ceux qui own les banques, ces gens-là même n'ont pas 529 pour les enfants. Ils n'ont pas pour les enfants. Il y a un livre qu'on appelle What Would the Rockefellers Do? Si vous lisez ce livre, vous allez voir que c'est le compte d'assurance que les Rockefellers ils ont pour les enfants. Chaque fois qu'un Rockefeller est né, ils ouvrent ce compte pour cet enfant et c'est comme ça qu'ils continuent de demeurer les plus riches des États-Unis. Ah, monsieur Adjité, nous comprenons que vous avez beaucoup plus un penchant pour le IOL et selon les explications, je pense que tout le monde comprend que c'est l'option la mieux indiquée pour assurer les études universitaires de nos enfants. Alors ici et maintenant, si vous avez un conseil à donner à la diaspora, si vous avez un conseil à donner à notre communauté, à nos parents qui prochainement vont assurer les études universitaires de leurs enfants, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ouais, merci bien pour cette question. Et merci aussi de m'avoir donné cette opportunité. C'est vrai que j'ai un peu de préférence. Voici pourquoi. Comme je disais, quand j'ai souffert moi-même des histoires de prêts universitaires. Et puis, moi-même, j'ai une licence pour faire les activités sur l'assurance. Je ne travaille pour aucune compagnie d'assurance, mais je suis comme un broker. Je travaille avec beaucoup de compagnies d'assurance. Je vais dire que j'utilise ces compagnies, les produits de ces compagnies pour éduquer la communauté africaine. Je leur explique comment est-ce que beaucoup de choses fonctionnent dans le domaine d'assurance. Et ils me paient. Je dois dévoiler ça
pour que ça ne soit pas comme je suis en train de vendre. Non, je ne vends rien, je ne suis pas un agent d'assurance, quote unquote, mais je suis comme un broker en général. J'éduque les gens, je ne les charge pas, mais quand ces gens-là décident de souscrire à quelque chose, je les mets ensemble avec les compagnies qui peuvent les aider. Et en ce moment-là, ces compagnies me paient parce que c'est moi qui leur ai trouvé de clients. Now, si par exemple vous avez d'enfants et vous avez le choix de ouvrir un compte 529 pour vos enfants d'aller à l'école, ou bien d'ouvrir un compte d'assurance permanente pour vos enfants d'aller à l'école. J'ai posé les deux avantages. Il y a encore un avantage que je veux dire quand il s'agit d'assurance. Nous tous, nous savons qu'un jour ou l'autre, on aura besoin d'assurance vie. S'il y a moyen pour faire d'une pierre deux coups maintenant, ouvrir ce compte pour cet enfant, l'enfant peut utiliser ça pour aller à l'école et en même temps avoir l'assurance pour sa vie. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Parce que là, aujourd'hui, si l'enfant, là, vous ouvrez le compte d'assurance pour cet enfant, l'assurance serait moins chère. Le coût serait moins cher. Donc, dans le futur, ce serait toujours le même premium que l'enfant va payer. Et si on attend jusqu'à ce que l'enfant ait 20 ans, 30 ans, 40 ans comme nous, maintenant, le coût d'assurance serait beaucoup plus élevé. Si on doit avoir besoin de l'assurance dans le futur, pourquoi ne pas ouvrir ça maintenant pour que le coût soit moindre? Moi, j'exhorte la communauté à, au moins, si vous n'aimez pas l'assurance, au moins il faut avoir le 529 pour vos enfants, parce que c'est mieux d'avoir quelque chose que de laisser nos enfants rentrer dans les histoires de prêts pour aller à l'école et des intérêts qui seront tellement grands que les enfants ont déjà de mortgage avant même qu'ils n'en pensent à acheter une maison. Voici ce que je peux dire à la communauté pour moi. Voilà, monsieur Adjeté, merci beaucoup. Les explications ont été claires et ça a toujours été un plaisir de vous avoir sur nos plateaux. Et merci pour le travail que vous abattez pour notre communauté. Et merci surtout de nous donner ces conseils très utiles. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous avez souffert de ces prêts et vous ne voulez pas que nos enfants ou bien vos successeurs tombent dans le même piège. Et c'est déjà un pas pour les parents qui sont appelés très prochainement à subvenir aux besoins universitaires de leurs enfants. Nous avons compris que le AUL est l'option la mieux indiquée et c'est là où votre argent est surtout a une garantie totale. Même quand la bourse chute, quand le marché s'effondre, vous avez toujours votre argent. Alors nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec M. Adjeté, que nous tenons vraiment à remercier. Et nous vous demandons humblement de souscrire, d'aimer et de partager nos publications. Et jusqu'à ce qu'on vous revoie. Alors portez-vous bien et à la prochaine.